Parfait. On va essayer de parler du futur. Supposons aujourd'hui une jeune femme qui décide de faire un enfant. Donc il naîtra l'année prochaine, hein, et vraisemblablement il pourra vivre jusqu'en 2100. Donc quand on se préoccupe de l'avenir de ses enfants, il faut voir le XXIe siècle dans son ensemble. Il fera ses études dans les années 20 et 30, et peut-être même 40. Il sera dans la vie active, surtout pendant la deuxième moitié du XXIe siècle. Je veux dire, sont là des choses élémentaires qui sont quand même nécessaires à prendre en considération. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire l'analyse que nous en avons faite, mais qui est peut-être certainement imparfaite, parce que quand on parle de l'avenir, on ne peut pas dire des choses parfaitement. L'analyse, c'est que nous sommes dans un changement de système technique mondial, qui est une transition de la civilisation industrielle, qui était basée sur le travail de la matière avec de l'énergie, vers ce que nous avons appelé la civilisation cognitive, dont les deux pôles sont la contraction du temps, la nanoseconde, d'une part, et d'autre part, le problème de la relation avec la nature. Quand on a une transition de système technique de cette ampleur, c'est-à-dire un changement de civilisation qui n'est pas spécifiquement français, il est mondial, on a en même temps une transition sociétale. Et en particulier, ça ne se passe pas très bien pour tout le monde. Si vous regardez les sites américains, vous trouvez ce qu'on appelle des shrinking cities, des villes qui s'effondrent. La plus connue étant Détroit, bien entendu, mais ce n'est pas la seule. Et donc, nous allons avoir, en France comme ailleurs, des problèmes difficiles à gérer, hein, du point de vue social et du point de vue économique. Hein. Nous le savons déjà, mais je crois que c'est important de les garder en tête pour véritablement ne pas faire une prospective qui soit ce qu'on appelle en anglais du wishful thinking, c'est-à-dire une manière de prendre ses désirs pour des réalités, comme on disait en 1968. Alors, les deux pôles, donc, c'est la contraction du temps, hein, et la relation avec la nature, d'où cette image. Pour commencer, cette relation avec la nature suppose que dans les villes, on va en fait sans doute avoir beaucoup plus de verdure qu'autrefois. Voilà le genre d'idées que l'on peut voir dans les constructions, disons, futuristes. Et puis même, les instruments de transport sont entourés de verdure. Ils sont beaucoup plus diversifiés qu'ils ne l'étaient pendant le XXe siècle. Ce qui n'empêche que là, vous avez un policier qui essaye de verbaliser un Google Car, mais il n'y a personne dedans. Donc ce genre de produit du XXIe siècle va donner lieu à une quantité de gags. Buster Keaton aurait été vraiment à son aise avec ce que nous sommes en train d'inventer. Alors, j'avance pour dire qu'il ne s'agit pas seulement d'économie verte, de SS et de transition énergétique. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi y a-t-il des villes ? Et c'est une question qui est très longue, puisque les premières villes mésopotamiennes, c'est-à-dire vers moins 3000, c'était des places de marché. Et l'idée de ville-place de marché est restée, elle est encore vivante. Je me souviens d'avoir travaillé avec les villes allemandes pour l'exposition de l'an 2000 à Hanovre. Mais pour une ville allemande, le centre de la ville, c'est Die Messe, c'est-à-dire la foire. La ville place de marché est restée. Elle était évidemment très présente lors de la Ligue hanséatique. Elle est restée dans notre imaginaire, dans l'imaginaire européen,
et elle est encore très vivante, en tout cas en Allemagne, sinon dans d'autres endroits. Je veux dire, évidemment, quand on voit les Chinois en train de reconstituer l'ancienne route de la soie, on ne peut pas ne pas se dire que cette route de la soie était essentiellement une route commerciale qui est en train de revivre, de connaître une nouvelle jeunesse avec les initiatives qui nous viennent d'Extrême-Orient. Ce qui est d'autant plus intéressant qu'en effet, les échanges avec cette partie du monde deviennent vitaux, puisqu'on ne peut quasiment plus se passer des fabrications qui sont faites là-bas de l'autre côté de la planète. Donc, pourquoi y a-t-il des villes? C'est pour les activités. Donc, place de marché d'abord, et puis au XIXe siècle, c'était des villes industrielles, c'est-à-dire c'est de l'emploi industriel essentiellement dédié aux fabrications. Or, nous avons vu, dans le cas de Paris, disparaître les usines Citroën, les usines Renault, qui étaient dans le périmètre de la capitale. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle source d'emploi? Eh bien, le tertiaire. Le tertiaire, il est sorti de terre de manière particulièrement éloquente à la Défense, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Et ce tertiaire-là, il va être impacté, comme on dit dans le langage technocratique, par les nouvelles communications. Dès l'instant que vous avez un système d'information qui travaille en nanosecondes, vous n'avez plus besoin d'être au même bureau à la même heure tous les jours. Vous pouvez travailler à distance et dans d'autres circonstances. Donc, je dirais, on a en effet l'île Seguin, il n'y a plus d'usine automobile. Est-ce que dans 30 ans, il y aura encore les mêmes tours de bureau à la Défense? Le symbole de l'effondrement des tours du World Trade Center, quelle qu'en soit la cause, est un symbole fort pour le XXIe siècle. Alors je ne sais pas, mais je pense que mon travail ici, c'est plutôt de poser des points d'interrogation que d'essayer de donner des solutions. Donc là, c'est un point d'interrogation. Est-ce que ces grands immeubles de bureaux, alors évidemment, les grands immeubles de bureaux, vous avez dessus le logo de l'entreprise qui l'a construite, c'est-à-dire que vous avez un côté effectivement de démonstration de puissance des entités qui ont construit. Mais est-ce que ça suffit pour le XXIe siècle? Donc, où seront les emplois? Moi, il faut quand même faire attention à autre chose, qui sont les incubateurs. Et les incubateurs, ils se mettent un peu n'importe où, y compris dans les universités. Et je dirais que peut-être il faut réfléchir au rôle des grandes villes en tant que pôle scientifique et culturel. Et à cet égard, si vous prenez la région parisienne, vous avez la zone Orsay-Saclay, vous avez la zone de Marne-la-Vallée, vous avez quelque chose aussi dans le nord, et puis autour de Roissy va certainement et d'Orly se poser un certain nombre de possibilités. Mais est-ce que véritablement on fait ou on ne fait pas le pari de dire la recherche et la culture? Dans le cas de Paris, moi j'habite dans le quartier latin, je vois la quantité de touristes qui viennent visiter le Louvre. Et je rappelle que le Louvre, qu'est-ce que c'était? Du temps de M. Balladur, c'était le ministère des Finances. On a quand même bien fait d'affirmer que Paris était une capitale culturelle mondiale, et peut-être la plus grande capitale culturelle mondiale, en rendant au Louvre un rôle culturel. Et là, c'est une politique qui, à mon avis, n'est pas assez présente. C'est une stratégie qui n'est pas assez présente dans l'imaginaire avec lequel on traite les problèmes, les problèmes de l'évolution des villes. Alors, de mon point de vue, l'exposé que vous avez fait au titre du Grand Paris et la carte que vous avez montrée, c'est véritablement un document prospectif fort. Et je crois qu'à partir de ce document, on peut commencer à faire des scénarios, à imaginer des possibilités. Mais je voudrais aussi en terminer
parce que je vais être assez court, hein. Je voudrais en terminer avec un autre élément. Si nous regardons les perspectives d'après 2050, voilà, nous avons ici la pyramide des âges de l'an 2000, hein, qui est là, qui est une pyramide normale. Et puis là, vous avez la toupie, hein, qui est en 2050, avec un vieillissement de la population et une stabilisation, hein, de la population. Tous les continents n'ont pas stabilisé de la même manière. Je dirais que, par exemple, la Chine, avec sa politique de l'enfant unique, a stabilisé beaucoup plus vite que l'Inde ou l'Afrique. Néanmoins, cette stabilisation, elle est mondiale, car ça, c'est une pyramide des âges mondialisée, hein, mondialisée. Et puis, deuxième élément, ce sont les soldes migratoires, hein. Les soldes migratoires, alors les pays d'accueil, ce sont les pays qui sont là en brun, et les pays de départ, ce sont les pays en vert, hein. Et ça, c'est 2000-2005. Donc, c'est déjà quelque chose d'un petit peu ancien. Mais ce qui se passe, c'est que ces migrations sont en train de s'accélérer. Vous avez vu, comme moi, ce qui se passe aux frontières de l'Europe. L'Europe étant une destination privilégiée de migration. L'Europe accueille plus de migrants que les États-Unis et le Canada, hein. Mais comme ce sont des nations séparées les unes des autres, on ne le comptabilise pas de la même façon. Mais il va y avoir, d'après l'étude qui a été faite à l'OCDE l'année dernière, il va y avoir une accélération des flux migratoires, et cette accélération sera notamment due à des phénomènes de sécheresse. Jusqu'à présent, nous avons l'habitude de considérer que les migrants sont chassés, par exemple de Syrie, parce qu'il y a de la violence, des guerres, et qu'ils ne peuvent plus... Alors c'est vrai, mais il faut se poser la question aussi en amont, parce qu'il y a aussi de la sécheresse. Et la sécheresse est peut-être une des causes du fait qu'il y a conflictualité et que par conséquent, il se développe des comportements violents. Et dans le cas du réchauffement planétaire, eh bien, la perspective d'une augmentation des sécheresses est quand même considérable. L'étude de l'OCDE de l'an dernier, sans le dire explicitement, mais quand on interroge les participants, elle dit « les migrants au XXIe siècle, ça va se compter en centaines de millions ». Centaines de millions qui vont essentiellement partir du sud pour aller vers le nord, hein. En particulier l'Inde, l'Afrique et vers le nord. Au voisinage du cercle polaire, ce n'est pas plus 1 ou 2 degrés, c'est plus 10 degrés. Donc ça devient cultivable. Là, le nord de la Sibérie devient cultivable, de même que le nord canadien. Mais malheureusement, jusqu'à présent, les initiatives pour aménager ces régions de la planète de manière qu'elles puissent accueillir des flux de migrants importants, puisque ce n'est pas du tout ce que nous avons connu pendant les années 50 et 60. Là, nous entrons dans un univers tout à fait différent, dans lequel, eh bien, il va falloir savoir ce qu'on fait du point de vue de canaliser ces flux d'une part, et d'autre part d'exprimer la solidarité. Vous avez vu ces derniers mois d'ailleurs à quel point il y a eu des discours contradictoires. Les premiers discours étant on va les bloquer aux frontières, et on a donné instruction aux armées et à la gendarmerie de le faire. Les discours suivants, notamment inspirés par l'attitude allemande, ont consisté à dire mais c'est peut-être une richesse que ces gens viennent chez nous, d'autant qu'il y en a un certain nombre qui sont déjà tout à fait qualifiés et qu'on aimerait bien avoir comme citoyens. C'est un peu la politique canadienne de l'immigration qui filtre en donnant la préférence aux personnes qui ont passé des diplômes ou qui ont une qualification particulièrement élevée. Alors nous, Français, qui avons des centaines de villages désertés, qui avons aussi des immeubles dont la toiture s'effondre, hein. Est-ce que nous n'avons pas besoin de gens qui viennent travailler et remettre sur pied
ce qui a besoin de l'être. Je terminerai là en vous remerciant de votre attention. Un grand merci Thierry, un grand merci à chaque intervenant de ce matin. Avant de se séparer, je proposerai volontiers à Olivia de venir nous rejoindre. Si, Olivia, parce que la matinée tient beaucoup au fait que Olivia, qui a remplacé François Buttet, Olivia Levasseur, nous ait permis de continuer dans cette foulée-là avec beaucoup d'envie, de dynamisme. Un grand merci à toi. Je te passe la parole si tu veux te présenter rapidement. Eh bien, Olivia Levasseur, j'ai pris la suite de François Buttet en tant que délégué régional Île-de-France depuis le 1er novembre. Vous l'avez compris, c'était très anticipé. Et donc, je vous propose de passer au buffet. Merci pour votre participation.